Bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée aux évolutions des plateaux techniques, aussi bien face à l'essor de l'ambulatoire qu'à la nécessité de leur regroupement et de leur optimisation. Malgré son essor récent, la chirurgie ambulatoire peine à devenir majoritaire en France. Son taux avoisine les 45%, encore loin des autres pays occidentaux. Pourtant, les conditions semblent réunies pour rattraper le retard français. Une politique plus volontariste des pouvoirs publics, un meilleur savoir-faire des professionnels de santé, une plus grande adhésion des patients et des progrès technologiques toujours plus efficients et performants. L'architecture hospitalière doit s'adapter à cette évolution. Une structure fonctionnelle et une architecture adéquate participent à la bonne marche d'une prise en charge ambulatoire et à sa rentabilité. Le service qui accueille des patients ambulants est un lieu de vie où les patients séjournent peu de temps. L'architecture doit donc répondre à un certain nombre de critères. Alors pour cette table ronde, nous accueillons plusieurs architectes. François Seuvre, architecte directeur de la division santé au sein du groupe Bleza. Bonjour François. Nous accueillons également Renaud Alardin, architecte R2A, et Laurent-Marc Fischer, architecture studio. On va commencer avec vous, François Seuvre. Le groupe Bleza est né de la volonté de rassembler au sein d'une même structure architectes et ingénieurs. Groupe indépendant et pluridisciplinaire, il bénéficie aujourd'hui en interne de tous les savoir-faire et les métiers nécessaires à la conception d'un site, de l'esquisse à la mise en service, dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques et dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie-restauration. Fort d'une culture hospitalière pointue, soucieux de la dimension humaine et des enjeux techniques et sociaux liés au secteur, Bleza met son expérience au service des patients, des soignants et des gestionnaires. Conscient que la santé est un secteur en perpétuelle mutation, Bleza est aussi un passeur et accompagne ses clients sur les défis contemporains tels que le développement justement de l'ambulatoire, le sujet d'aujourd'hui. Alors François Seuvre, quelle est la différence aujourd'hui entre le privé et le public au niveau des structures ambulatoires? Alors, d'une manière bien proche du micro s'il vous plaît. Alors nous avons une activité qui est plutôt concentrée sur le privé, 85% sur le privé et 15% sur le public. Alors, il y a des différences privé-public qui perdurent encore aujourd'hui, mais qui iront en s'amenuisant, je pense. C'est des missions, l'identité n'est pas la même, les missions sont différentes mais complémentaires. Le secteur public qui est dévolu à la recherche, aux situations lourdes, a un temps d'action qui est plus long et une réactivité très certainement moindre. Le secteur privé, lui, est plutôt dans une phase de rationalisation des pratiques qui sont inventées à l'hôpital et d'adaptation, donc est capable de s'adapter très rapidement et de diffuser finalement les évolutions qui ont été inventées à l'hôpital. La taille des établissements est aussi une des caractéristiques. Le modèle économique actuel de la clinique privée, c'est entre 150 et 350 lits, 15 000, 30 000 mètres carrés, rarement plus, et de 12 à 30 salles d'opération. Par contre, le secteur des plateaux techniques en privé est généralement mieux représenté que dans le public, avec un nombre de salles plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une prévalence historique de la chirurgie. La chirurgie, elle s'invente à l'hôpital, mais elle se pratique massivement en clinique, historiquement, depuis la fin de la guerre. C'est en train de se recaler, mais petit à petit. Je pense qu'il y a encore 75% de la chirurgie qui se fait dans le privé. La forme de la commande n'est pas la même par rapport au public. Il peut y avoir des concours qui sont beaucoup moins formels, sur lesquels il y a plusieurs phases. C'est des concours qui réunissent en fait à la fois les objectifs de la conception-construction et les modalités du projet de définition. C'est-à-dire que c'est vraiment ça peut être de l'esquisse qui est reprise plusieurs fois, et avant qu'il y ait eu la sélection d'un partenaire, c'est beaucoup moins formel. On a la chance aussi de pouvoir agir dès l'amont avec des clients, c'est-à-dire presque dès le choix du terrain. On peut intervenir dès le choix du terrain, être le directeur de projet qui a participé au choix du terrain et qui va monter le programme, puis le projet. C'est donc un autre état d'esprit. C'est aussi une pratique où on peut proposer plusieurs esquisses différentes. On n'est pas obligé de se persuader tout au long du projet, comme lorsqu'on fait un concours, qu'on a la meilleure solution tous les matins, en disant c'est la seule, c'est la meilleure, c'est la seule. On n'est pas obligé de faire le deuil des solutions qu'on entrevoit, mais qu'on ne pourra pas présenter. On peut réellement proposer plusieurs esquisses. À titre d'exemple, sur une clinique qui concernait de l'ambulatoire,
au premier rendez-vous, j'avais senti là une nette tendance à un besoin d'expression. C'est une clinique d'ophtalmologie, à une grosse tendance à vouloir s'exprimer sur la ville, et puis à vouloir séparer au niveau de l'immobilier la partie des consultations, de façon à pouvoir avoir deux projets immobiliers différents, qui nous avait conduit en première esquisse et en première analyse à faire cette esquisse, où effectivement on essayait de monter assez haut pour constituer un signal assez loin, tout ça pour essayer de compenser le fait que le terrain était en banlieue, alors que c'est une clinique qui avait l'habitude d'être en centre-ville, et voilà, et qui avait du mal à évoluer. Au fur et à mesure des esquisses, et en analysant la rationalité des projets, et au bout de la quatrième, on a complètement changé de côté, c'est-à-dire qu'en fait, les consultations ont été réintégrées entièrement au rez-de-chaussée, et du coup, l'achat des consultations a été reporté, elles seront louées, et le plateau technique n'occupe tout l'étage qui est au-dessus. Donc, en clientèle privée, ça permet effectivement d'envisager ça, donc qui est vraiment une pratique qui est différente. Il y a sûrement des défauts que je n'ai pas nommés. Concernant l'ambulatoire, alors l'ambulatoire, c'est déjà une vieille histoire dans le privé, puisque donc depuis 91, elle a pris ce domaine à cœur. C'était une des rares possibilités pour elle de se développer économiquement. Le premier temps, les 10 premières années, c'était essentiellement consacré à l'exploration, coloscopie, et puis quelques explorations cardiaques. Un deuxième temps qui sont, je dirais, de 2000 à 2010, on a vu se développer beaucoup d'ambulatoires, effectivement, ophtalmologie, des ambulatoires de la main, tout ce qui concerne en fait des anesthésies loco-régionales ou des anesthésies qui sont légères. Et là, il y a une vraie tradition chez les ophtalmos depuis maintenant 15 ans de fonctionner comme ça, bien avant l'hôpital. Le troisième temps, il a commencé, j'ai mis 2010 pour faire une sorte de date un peu butoir, mais ça serait un peu 2012, avec les possibilités effectivement d'opérer maintenant. On peut faire du thoracique, de l'abdominal, et on peut faire des opérations qui avant étaient lourdes, type prothèse de hanche, prothèse totale du genou, qui se font maintenant en ambulatoire et donc qui rebattent un petit peu les cartes. Il faut voir que pour la clinique privée, c'est vraiment une double stratégie. Il y a une stratégie médicale. L'idée, c'est de dire effectivement, moins le patient est immobilisé ou couché, mieux il se porte physiologiquement, psychologiquement. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça me reviendra. L'autre stratégie, elle est économique. Et sur les établissements privés, c'est vraiment fondamental. C'est une condition de survie de notre système de santé. Elle est favorisée par la tarification. Il n'y a plus le choix. Et ça fait partie de toutes ces choses qu'on pratique aujourd'hui, où l'individu devient producteur d'une valeur ajoutée, autrefois réservée à une entreprise ou une institution. Finalement, l'ambulatoire, c'est un peu comme de passer du temps chez soi à construire son meuble Ikea. Ça relève un peu de cette pratique. Le schéma qui illustre un petit peu ça, avec, je dirais, l'importance des secteurs. Aujourd'hui, les secteurs d'hospitalisation de chirurgie fondent. Les cliniques qu'on a montées en 2012 ont des services entiers qui se sont vidés, avec cet accroissement de l'ambulatoire. Aujourd'hui, on est sur la ligne du milieu, avec à peu près des structures d'ambulatoire qui ont à peu près la taille des plateaux techniques, et puis des secteurs d'hospitalisation qui doivent à peu près avoir 2 fois la surface des ambulatoires. Et puis, pour 2018, qui est un petit peu le cap qu'on s'est donné, on ne sait pas bien encore l'évolution que ça va donner. Est-ce que tout l'ambulatoire va être absorbé dans le plateau technique ? Est-ce qu'il y aura plusieurs plateaux techniques ? Est-ce que le plateau technique va éclater ? C'est aussi une possibilité. Alors, l'ambulatoire, c'est effectivement donc la création d'un nouvel usager référent, le patient debout. Avant, le patient était couché, c'est un individu à peine allongé, dépendant, quasiment chosifié, transporté. Le patient debout, c'est un patient qui est indépendant et qui est acteur de son soin. L'acte opératoire est dédramatisé et il ne se réalise plus dans un contexte de rupture spatio-temporelle. Ça prend naissance au domicile et ça se poursuit au sein du domicile.
la concentration avec les soignants, les concertations avec les soignants sont privilégiées aussi en dehors de l'établissement. C'est vraiment un temps qui s'est étalé et qui a recouvert le domicile. C'est donc un nouvel acteur, c'est un acteur de son soin, mais c'est aussi un nouvel usager de l'architecture, d'une architecture qui n'est plus qu'une architecture de passage. Les schémas du trajet du patient idéal est un schéma tel que présenté. Donc au domicile, il y a une phase de préparation. Si possible, il faut pouvoir aller assez rapidement, plus on ira rapidement du parking à l'ambulatoire, plus on conditionnera le respect de l'horaire de convocation, le confort du patient, l'identification de son parcours. Ensuite, on va avoir des salons d'accueil et de sortie, un hébergement de jour. Et puis, on a cette deuxième clé qui est la flèche D2. La proximité des deux, elle conditionne le respect du planning opératoire, qui est très important, parce que dans les cliniques privées, comme dans le public, mais plus dans les cliniques privées, les médecins ont des vacations pour intervenir. Ces vacations, ils doivent absolument les remplir. Il n'y a strictement aucun temps mort entre les opérations et tout ce qui pourrait effectivement retarder une opération est cruel pour eux. La surveillance, donc le D2, conditionne aussi la proximité, la surveillance post-opérationnelle et le temps de personnel affecté au déplacement. Le vrai problème que pose l'ambulatoire, c'est surtout l'ambulatoire court, qui permet d'inventer de nouvelles types d'hospitalisation. C'est ce qu'on appelle le fast-track, qu'on trouve aujourd'hui installé effectivement en ambulatoire ou en membre supérieur. Ici, donc, le principe, c'est d'arriver en fait à faire se juxtaposer des choses qui avant n'étaient pas juxtaposables, parce elles sont séparées, on va le voir, pour plusieurs critères, des critères de sécurité, des critères d'hygiène. Donc c'est au moins de les mettre en proximité et de faire en sorte que le patient réalise que des petits sauts, accompagnés ou non, de façon à faire un véritable parcours qui a à peu près donc 8 étapes. Et d'avoir au milieu, si possible, une surveillance qui est capable d'assurer une présence médicale et une présence d'anesthésiste sur les 4 phases qui sont dans la zone rouge, qui sont la préparation ALR, le post-op, le réveil et la pré-op. Ça, c'est le plan des images que je vous avais présentées avant. Donc ça, c'est un ambulatoire qui est donc en monoactivité et qui était destiné à l'ophtalmologie, avec une capacité de 5 salles en première intention et une possibilité d'évolution de 7 salles. L'ophtalmologie a quand même des particularités, beaucoup de l'anesthésie est, je dirais, quasi inexistante pour ce qui est des cataractes, puisque c'est du topique. Il y a quand même une surveillance qui est nécessaire. Et là, le souhait a été d'inclure toute la partie hébergement au sein même du bloc opératoire. Et de le faire dans des grandes salles, alors qu'ils ne sont pas des salles en open space, parce que ils ont une clientèle dont ils jugent qu'elle ne peut pas être dans une salle collective, donc tout est imaginé dans des box, avec une porte qui se ferme et qui s'ouvre suivant le temps. Suivant le temps. Donc elle est plutôt ouverte, avec un poste central qui peut contrôler les patients, mais elle peut se fermer aussi pour des moments de repos. La particularité, et ce qui a été dur à amener, c'est que du coup, en fait, c'est des anesthésistes qui vont se déplacer. Et ça, c'est un phénomène que j'avais un peu entrevu, puisque bon, les anesthésistes sont... il y a une démographie de renouvellement qui est assez rare. Ils sont généralement en défaut sur les sites et on imagine assez peu de leur donner un espace qui est très grand. Et toutes les habitudes portaient plutôt à concentrer tout ça. Bon. Ici, les anesthésistes ont accepté de jouer le jeu et ont préféré que le patient soit dans une petite case, là, qui est notée en 3, que la préparation se fasse dedans, que le post-opératoire se fasse dedans et que ce soit eux qui bougent avant comme après. Ça reste, je pense, un cas qui est assez exceptionnel. Alors, ensuite, on m'a demandé de parler un petit peu des défis. Alors, bon, tout ça sont des termes que j'aime pas forcément. Alors, les défis aujourd'hui, c'est d'accompagner une évolution dont la fin n'est pas connue. Alors, on est à peu près dans le privé, il y a déjà un taux d'ambulatoire qui est important. Ça dépend des activités, mais dès qu'un privé fait de la main, de l'ophtalmo, il a déjà généralement un taux qui avoisine les 80%.
Donc il s'agit de gratter un petit peu au-delà, mais on ne sait pas du tout encore jusqu'où on va aller. Des opérations, même qui sont comme la hanche, le genou, qui sont plutôt dans des ambulatoires avec pleine plage, à 12 heures, on ne sait pas si elles ne vont pas se réduire. Ça pose problème d'ailleurs, parce que 12 heures d'ambulatoire, si on ne veut pas renvoyer quelqu'un trop tard le soir, ça veut dire qu'on ne peut les faire que dans le premier créneau de bloc opératoire le matin. Donc ça pose un tas de problèmes. Tant qu'il n'y a pas eu une masse, un effet de masse de ça, c'est difficile de programmer tout ça. On ne sait pas bien où on va. Le contexte financier est important parce que cette évolution, elle se fait à marche forcée dans un contexte financier qui est défavorable en ce moment, puisque la tarification baisse de 5% cette année, elle va encore baisser de 2 fois 5%, et on a été obligé de revoir pas mal de projets à cause de cette baisse. Le contexte psychologique, c'est celui du changement. Alors on oscille entre l'euphorie due à tout changement, plus rien va être comme avant, tout va changer, voilà, et puis la grande inquiétude, quoi. Comment je vais être par rapport à la concurrence, est-ce que je fais bien, quels sont les rôles qui vont être définis, mon rôle va-t-il pas disparaître. Donc il faut faire face en fait à tout ce contexte psychologique un peu difficile. C'est pour ça que moi j'évite d'une manière générale un peu ces termes un petit peu journalistiques qui sont défis, enjeux, qui sont quand même à mon avis... C'est pour moi ça. Ouais. Qui sont anxiogènes dans une situation où je pense qu'il faut être serein et humble là-dedans. Alors, pour répondre aux enjeux, donc il y a le problème de l'adaptation. Aujourd'hui, on est dans un parc qui se raccourcit et où il y a assez peu de cliniques neuves qui se montent, donc il s'agit d'adapter beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de cliniques qui sont neuves, de moins de 5 ans, et il s'agit d'adapter. Déjà, dans un premier temps, le message à faire passer dans les cliniques, c'est que l'architecture n'est pas un prérequis pour développer son ambulatoire. C'est-à-dire que les équipes, ce qui est important, c'est que les équipes s'y mettent. Celui qui va se lancer pour faire un genou, il n'a pas besoin d'une structure particulière pour faire un genou. Il a surtout besoin d'arriver à mettre ses protocoles au point avec ses anesthésistes, avec ses équipes. Donc il n'y a rien de précipité. L'ambulatoire peut progresser et l'architecture peut prendre son temps. Souvent, on est amené à le faire dans des situations qui sont très contraintes. Alors, on n'arrive pas au résultat qu'on voudrait arriver, mais ça permet des fois de bien s'apercevoir des surfaces qui sont nécessaires, des relations qu'on peut admettre. Et des fois, le fait d'être contraint peut amener des solutions imaginatives. C'est de toute façon un travail en collaboration étroite avec toutes les équipes, parce que c'est des nouvelles choses pour toutes les équipes, donc il faut vraiment redéfiler le tour avec tout le monde, et ça, c'est vraiment une caractéristique de ça. Il faut toujours penser l'évolutivité. Il faut toujours avoir une sorte de grille d'analyse de tous les dessins en fonction effectivement des flux, de l'allocation de personnel. C'est le truc capital en clinique privée. Si on peut supprimer un poste, c'est un gain et à la limite après c'est même de l'investissement possible. Donc à chaque fois, chaque solution elle est évaluée en fonction du nombre de personnels qui seront nécessaires pour le faire fonctionner, des flux, de la sécurité, du confort et de l'évolutivité. Les constantes. Bon, moi, je trouve qu'il y a en fait une vraie constante là-dedans, c'est globalement, c'est libérer les espaces qui sont à proximité du bloc opératoire, envoyer la stérilisation quand elle est encore à proximité du bloc opératoire ailleurs, libérer de l'administration qui peut s'y trouver. Souvent, dans les établissements, on trouve des choses un petit peu bizarres, donc à cet étage du bloc, il faut tout aller virer, remettre plus tard, et généralement, on a la place de faire un ambulatoire de proximité assez facilement. Le schéma qui opérant, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir choisir ce qui va être un ambulatoire en unité, ce qui va être un ambulatoire en fast-track. On va choisir autant que se peut tout ce qui a un turnover important en fast-tracking, tout ce qui a un turnover faible en ambulatoire en unité. C'est-à-dire des durées de séjour qui sont longues, on les mettra en ambulatoire. Mais la limite, elle n'est pas forcément stricte, ça va dépendre de la place qu'on a. Donc il faut arbitrer et constamment évaluer le programme d'activité qui est éligible, ce qu'on va mettre. Je prends un exemple qu'on a fait il y a 5-6 ans. C'est un bâtiment existant qui se prête assez peu à ce genre d'exercice. Il y avait une activité d'ophtalmologie, il y avait une activité de main. Il y a un bloc qui faisait déjà 22 salles avec une surface qui est considérable, plus d'accès possible. Donc là, l'idée, c'était de faire un bloc réellement dédié à l'ambulatoire. La main, l'ophtalmologie, ça utilise très peu de stérilisation, donc la liaison avec la stérilisation n'était pas très importante. Ça utilise des qualifications de salles qui sont un peu les mêmes, ça se mixe assez facilement.
Donc on a pris un bout de l'ambulatoire existant et puis on en a pris un quart et ils produisent 2 fois ce que la partie bleue continue de produire. Hein. Ça a vraiment été fait dans des conditions compliquées parce que c'était un bâtiment avec des structures en refend, une faible hauteur d'étage, des avoisinants en activité. Mais bon, voilà, on a réussi à faire quelque chose qui permet de faire fonctionner un fast track qui a évité pour un moment d'aller étendre le bloc et de générer. Un jour, ils se reposeront la question. Ils sont en train de se la poser, mais disons que ça a permis de répondre à une question à un moment. Pour les nouvelles structures, le cas il est évidemment différent. L'enjeu c'est effectivement de trouver un grand plateau. Hein, évidemment un plateau le plus accessible possible. S'il peut être accessible avec le parking, c'est bien. Très difficile d'un point de vue urbain à le faire, mais c'est vraiment le truc qui est idéal. Mais c'est trouver un grand plateau pour faire le bloc et l'ambulatoire, avec un processus horizontal dans lequel on va mettre strictement ce qui est nécessaire, le bloc et l'hospitalisation, et renvoyer en processus vertical tout ce qui n'est pas utile, l'asté, la pharma, voire même les vestiaires du bloc qu'on peut descendre en bas, tout ce qui est linge, essayer de faire en sorte que beaucoup de stocks qui sont dans le bloc puissent rester dans la pharmacie, qui peut être relié directement, parce qu'on va avoir une très grosse activité, donc c'est intéressant. Donc voilà, ça permet de redéfinir, je pense, le processus horizontal et le processus vertical. Après, il y a le contexte urbain, et on va s'apercevoir dans un exemple qui est après, c'est que même sur un terrain neuf, même quand on a choisi le terrain, finalement, on peut être emmerdé et ne pas réussir à faire ce qu'on voulait. Après, il y a une question qui se pose, c'est la question du seuil. On l'a vu dans les cliniques privées, les blocs sont importants. 15, 20, 25 salles, 30 salles des fois. Donc c'est des blocs qui occupent 3 4 000 mètres carrés. L'ambulatoire peut en occuper 2000 et on va parler là d'une unité qui fait 5000 mètres carrés. Alors, parler de proximité sur quelque chose qui fait 5000 mètres carrés, il y a un moment où, il y a très certainement une question de seuil où, effectivement, ça devient contre-productif. Donc, il faut imaginer d'autres solutions, très certainement plusieurs accès, on va le voir. Peut-être que le modèle du bloc unique, qui est encore très solide, mais qui tient en fait essentiellement parce qu'on a regroupé il y a 20 ans les salles de réveil pour la sécurité du réveil. Bon, je pense qu'on pourra reposer la question un jour. L'idée c'est... On va attendre qu'elle ait fini. Ouais. Pour une fois que c'est pas un candidat. C'est qui? C'est Marisol? Oui. Non mais c'est une candidate prochaine. La séparation des temps courts et des temps longs. Bon, évidemment, l'idée, c'est de mettre le temps court au plus proche. Et le temps long, je pense que tout ce qui est de l'ambulatoire pleine plage, c'est pas la peine de chercher à le gérer trop près. Voilà. L'augmentation de la porosité entre le bloc et l'ambulatoire. Ça, c'est une vraie nouveauté, parce qu'un bloc, avant, c'était un truc où il y avait une porte patient qu'on contrôlait et tout. Aujourd'hui, il va falloir créer beaucoup plus une porosité entre ces blocs, beaucoup plus d'accès. Et la forme des blocs la forme des zones filtres s'allonge et c'est devenu effectivement plus difficile de ce côté-là. Enfin, ce sont des nouveaux blocs opératoires. Là, j'ai pas grand-chose. Là, je voulais revenir, par exemple, sur l'idée sur un site neuf. On a tout fait pour trouver un site neuf. On s'est mis en situation périurbaine alors que le client souhaitait rester en ville. Avec un terrain qui semblait assez grand. Et l'idée était d'arriver à faire un ambulatoire, pharmacie, bloc opératoire, stérilisation sur un même niveau et plutôt dans un niveau de rez-de-chaussée. Ça conduisait forcément à quelque chose qui ressemblait à une usine. Et on n'a jamais réussi avec les services d'urbanisme à faire passer ça. Et petit à petit, il a fallu recréer de la verticalité. On nous a forcé à nous aligner. Bon, voilà. Même quand on prend des grandes attentions, on a quand même conservé toute la partie qui est en bas à droite, qui est blanche et jaune, avec un ambulatoire. Mais effectivement, on n'a pas l'efficacité qu'on cherchait au départ. Aujourd'hui, même quand vous avez un projet, c'est pas facile à mettre en œuvre. Il faut trouver un terrain et ça se trouve pas forcément. Ce qui irrite beaucoup effectivement les clients qui disent on est dans une situation économique qui est difficile et finalement on nous empêche de le faire. C'est à peu près le discours qu'on rencontre continuellement. Donc ça c'est l'exemple en fait de comment mixer un bloc classique avec de l'ambulatoire. Donc ça c'est un bloc qui est important, il y a 21 salles, donc tout ça c'est grand. Dès l'origine, il y a des secteurs qui ont été créés. Donc il y a un secteur main, un secteur d'orthopédie, un secteur de chirurgie générale et un secteur d'ophtalmo, qui avaient déjà des habitudes sur le site. Les flèches vertes horizontales
sont des salles qu'on a réservées au milieu pour permettre au secteur d'évoluer l'un sur l'autre et qui sont un petit peu des enjeux. Elles sont non équipées, c'est-à-dire c'est le secteur qui sera le plus rapide en développement qui l'apprendra. Et les secteurs qui génèrent le plus d'activité, le plus grand turnover, qui sont l'ophtalmo et la main, sont en liaison directe avec des fast track. Alors celui de l'ophtalmo qui est en haut à droite est un fast track avec une salle collective. Il est en liaison directe avec les salles d'ophtalmologie. Par contre, les rétines qui se font en hospitalisation passent par le trajet classique d'hospitalisation, ainsi que les autres ambulants. On avait créé une liaison qui est la deuxième flèche un peu plus claire qui est en bas directement pour la main. Elle a été supprimée pour des raisons de budget. Il a été estimé que le patient de la main pouvant se déplacer généralement facilement, il pouvait reprendre un trajet qui était normal. Et il est organisé avec des salles collectives et voilà. Donc c'est ce projet. Donc le bloc, c'est toute la partie qui est en tôle avec des équipements qui sont rouges. Ici, la particularité, c'est que il y a un bloc opératoire orthopédie, ophtalmo général. On a fait un local technique et au-dessus, il y a un bloc obstétrical. Et on partage le local technique avec le bloc obstétrical et le bloc opératoire dessous. Donc c'est le bâtiment qui est au fond. Et l'hospitalisation de l'ambulatoire, elle est sous l'hospitalisation classique. Sur l'hébergement du patient, il y a un choix. Bon, les avis sont partagés. J'ai placé un petit peu comme ça sur un créneau avec deux flèches en progression de confort et de durée du trajet d'un côté, puis durée du séjour et surface investie. Effectivement, la place en fast track, elle occupe 0,5 unités de surface. Si une place simple, sans cabinet de toilette, occupe 1. Et puis après, comme ça va un petit peu en gradant. Plus c'est grand, plus les ambulatoires sont grands. Donc, je veux dire, il faut vraiment arbitrer entre ce qui nécessite un équipement sanitaire, par exemple, ou ce qui n'en nécessite pas, de façon à pas étendre les choses. Donc, il y a des choix à faire. L'intimité est en jeu dedans. On peut intégrer plusieurs fonctions et ça s'analyse avec le déplacement. Aujourd'hui, la règle jusqu'à aujourd'hui étant qu'on ne sait pas exactement en fait jusqu'où on va aller, c'est plutôt de proposer un mix. Avec des petits box, des grands box, des box à 2 lits, de la salle collective, de la chambre, de façon à pouvoir répondre un peu à tous les cas de figure. Alors on m'avait posé une question pour savoir s'il y avait un modèle. Bon, moi je trouve que le modèle, j'ai toujours trouvé ça, que c'était une notion un petit peu suspect en matière d'architecture. Bon, c'est généralement une sorte de pensée qui favorise l'État et la pensée centrale contre la pensée locale. Bon, on a connu ça pour un tas de trucs. Bon, je pense que c'est quelque chose à oublier. En plus, les cas sont extrêmement différents, que ce soit en privé comme en public. Je veux dire, il y a déjà plus de modèles. Donc, il peut y avoir à la limite un modèle organisationnel. Bon, c'est un petit peu celui de l'usine, c'est-à-dire une unité de production de soins chirurgicaux qui assurerait un processus de transformation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment plus d'hébergement. Mais tout ça doit se faire dans un cadre. Et ce cadre, c'est effectivement plus le cadre hospitalier. Et donc, il faut aller chercher des idées sur un tas d'autres standards de confort, de la néothérapie. Il y a un tas de gens qui ont des activités où ils sont obligés d'accueillir des clients et d'en rajouter, je dirais, au niveau du confort pour des gestes qui sont simples. Et on peut tout à fait s'en inspirer pour être efficace. Alors, pour accompagner la progression, le grand truc, c'est effectivement de réduire la dichotomie architecturale entre le bloc et l'ambulatoire. Cette dichotomie, elle prend ses sources dans des règles de sécurité incendie qui sont très différentes et qui imposent un partage, des règles d'hygiène qui imposent aussi un partage strict, et une liberté de circulation qui est théoriquement très limitée entre une partie d'hospitalisation et le bloc. Aujourd'hui, dans toutes les configurations d'ambulatoire, on ne peut que minimiser ces barrières et puis travailler avec. Mais on peut penser qu'un jour, ces notions seront reconsidérées d'une manière fondamentale en matière de sécurité incendie, peut-être en matière d'hygiène aussi. Et là, on pourra faire des progrès. Donc je pense que d'ici 5-6 ans, c'est toujours très long en matière de sécurité incendie, c'est toujours très long en matière d'hygiène, mais on peut s'attendre, au fur et à mesure des développements, à une reconsidération de ça. Peut-être d'ailleurs que si on a mis l'ambulatoire dans le bloc, on va demander de le classer en ERP et plus en... voilà, avec une accessibilité. Il y a comme ça encore des doutes. Il faut considérer donc qu'on est en pleine phase de mutation. C'est une phase dynamique. Aujourd'hui, il y a des premiers protocoles de prise en charge qui sont réalisés. Ils vont pas forcément tenir très longtemps. Ils vont évoluer et
on peut espérer effectivement qu'on aura aussi, et je pense pareil, il faut attendre encore 4-5 ans pour avoir une vraie phase de rationalisation et pour remettre tout le monde en même temps et puis effectivement faire des choses qui marchent. Donc, mais généralement les locaux sont pas un obstacle à cette rationalisation. Et puis, on va laisser passer l'annonce pour Marisol Touraine. Ça pourrait intéresser Laurent-Marc Fischer. Et on va revenir avec la conclusion de François. Voilà, donc il faut que j'y aille parce que ça m'intéresse. Alors, le dernier truc auquel on pense, pas souvent, c'est qu'il faut exploiter les services désertés. C'est-à-dire que dans toutes les cliniques privées qui se sont lancées là-dedans, et elles sont quand même nombreuses, les services de chirurgie se vident. Et on peut les remplir avec un tas de choses, sauf que l'idéologie, c'est l'offre de soins constante en ce moment. Donc, on se retrouve avec des choses qui sont vides et il faut être imaginatif pour faire ça. Donc, il y a des solutions. Par exemple, l'ambulatoire, c'est très contraignant pour les équipes de soins. Les anesthésistes, les chirurgiens, il faut très souvent faire des staffs. Il faut même faire des staffs avec le personnel infirmier. Il faut en faire des staffs même avec les parents des fois. Et tout ça, c'est des locaux qu'il va pouvoir faire. Alors, soit on les met au sein de l'ambulatoire, soit à proximité. Donc, peut-être ça va être un retour des consultations qu'on avait externées des établissements, un retour des consultations, au moins des consultations qui sont concernées par ces activités qui peuvent occuper ces étages. On est en train de le faire sur un projet, effectivement, à Vienne, où il était programmé il y a 5 ans de refaire l'étage en hospice, mais aujourd'hui, voilà, l'ambulatoire a pris la place. Et par contre, ça va être des petits pôles de recherche, des pôles de consultation qui seront créés à la place. Plus sûrement, pour ce qui est du privé, la carte sanitaire privée, elle bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements économiques et on peut penser que les étages vides seront comblés par la poursuite des regroupements d'activités sur les établissements qui, eux, ont été prévoyants et ont reprévu effectivement un moteur, c'est un bloc opératoire un peu grand, d'aller capter quelques activités ailleurs. Voilà, c'est la fin. Donc pour schématiser, donc Merci beaucoup François. On peut l'applaudir pour cette présentation complète.